Alain Fournier, Le Grand Maulne. Partie 2. Chapitre 7. Le bohémien enlève son manteau. Enfin glissa lentement, entre les rideaux, la face sillonnée de rides, tout écarquillée tantôt par la gaieté, tantôt par la détresse, et semée de pain à cacheter, d'un long pierrot en 3 pièces mal articulées, recroquevillé sur son ventre comme par une colique, marchant sur la pointe des pieds comme par excès de prudence et de crainte, les mains empêtrées dans des manches trop longues qui balayaient la piste. Je ne saurais plus reconstituer aujourd'hui le sujet de sa pantomime. Je me rappelle seulement que dès son arrivée dans le cirque, après s'être vainement et désespérément retenu sur les pieds, il tomba. Il eut beau se relever, c'était plus fort que lui. Il tombait. Il ne cessait pas de tomber. Il s'embarrassait dans 4 chaises à la fois, il entraînait dans sa chute une table énorme qu'on avait apportée sur la piste. Il finit par aller s'étaler par-delà la barrière du cirque, jusque sur les pieds des spectateurs. 2 aides, racolés dans le public, à grand-peine, le tiraient par les pieds et le remettaient debout après d'inconcevables efforts. Et chaque fois qu'il tombait, il poussait un petit cri, varié chaque fois, un petit cri insupportable, où la détresse et la satisfaction se mêlaient à doses égales. Au dénouement, grimpé sur un échafaudage de chaises, il fit une chute immense et très lente, et son ululement de triomphe strident et misérable durait aussi longtemps que sa chute, accompagné par les cris d'effroi des femmes. Durant la seconde partie de sa pantomime, je revois sans bien m'en rappeler la raison. Le pauvre Pierrot qui tombe, sortant d'une de ses manches une petite poupée bourrée de sons et mimant avec elle toute une scène tragicomique. En fin de compte, il lui faisait sortir par la bouche tout le son qu'elle avait dans le ventre. Puis, avec de petits cris pitoyables, il la remplissait de bouillie, et au moment de la plus grande attention, tandis que tous les spectateurs, la lèvre pendante, avaient les yeux fixés sur la fille visqueuse et crevée du pauvre Pierrot, il la saisit soudain par un bras et la lança à toute volée, à travers les spectateurs, sur la figure de Jasmin Delouche, dont elle ne fit que mouiller l'oreille pour aller ensuite s'aplatir sur l'estomac de Madame Pignot, juste au-dessous du menton. La boulangère poussa un tel cri, elle se renversa si fort en arrière que toutes ses voisines l'imitèrent si bien que le banc se rompit, et la boulangère, Fernande, la triste veuve Delouche, et 20 autres s'effondrèrent, les jambes en l'air, au milieu des rires, des cris et des applaudissements, tandis que le grand clown, abattu la face contre terre, se relevait pour saluer et dire « Nous avons, mesdames et messieurs, l'honneur de vous remercier. » Mais à ce moment même, et au milieu de l'immense brouhaha, le grand Maulne, silencieux depuis le début de la pantomime et qui semblait plus absorbé de minute en minute, se leva brusquement, me saisit par le bras, comme incapable de se contenir, et me cria « Regarde le bohémien, regarde, je l'ai enfin reconnu !» Avant même d'avoir regardé, comme si depuis longtemps, inconsciemment, cette pensée couvait en moi et n'attendait que l'instant d'éclore, j'avais deviné. Debout auprès d'un quinquet à l'entrée de la roulotte, le jeune personnage inconnu avait défait son bandeau et jeté sur ses épaules une pèlerine. On voyait dans la lueur fumeuse, comme naguère à la lumière de la bougie dans la chambre du domaine, un très fin, très aquilin visage, sans moustache. Pâle, les lèvres entr'ouvertes, il feuilletait hâtivement une sorte de petit album rouge qui devait être un atlas de poche. Sauf une cicatrice qui lui barrait la tempe et disparaissait sous la masse des cheveux, c'était, tel que me l'avait décrit minutieusement le grand Maulne, le fiancé du domaine inconnu. Il était évident qu'il avait ainsi enlevé son bandeau pour être reconnu de nous. Mais à peine le grand Maulne avait-il fait ce mouvement et poussé ce cri, que le jeune homme rentrait dans la roulotte, après nous avoir jeté un coup d'œil d'entente et nous avoir souri, avec une vague tristesse, comme il souriait d'ordinaire. « Et l'autre » disait Maulne avec fièvre. « Comment ne l'ai-je pas reconnu de suite? C'est le Pierrot de la fête là-bas !» Et il descendit les gradins pour aller vers lui. Mais déjà, Ganache avait coupé toutes les communications avec la piste. Un à un, il éteignait les 4 quinquets du cirque et nous étions obligés de suivre la foule qui s'écoulait très lentement, canalisée entre les bancs parallèles, dans l'ombre où nous piétinions d'impatience. Dès qu'il fut dehors enfin, le grand Maulne se précipita vers la roulotte, escalada le marchepied, frappa à la porte, mais tout était clos déjà. Déjà sans doute, dans la voiture à rideaux comme dans celle du poney, de la chèvre et des oiseaux savants, tout le monde était rentré et commençait à dormir. Chapitre 8. Les gendarmes. Il nous fallut rejoindre la troupe de messieurs et de dames qui revenaient vers le cours supérieur par les rues obscures. Cette fois, nous comprenions tout. Cette grande silhouette blanche que Maulne avait vue le dernier soir de la fête, filée entre les arbres, c'était Ganache, qui avait recueilli le fiancé désespéré et s'était enfui avec lui.
L'autre avait accepté cette existence sauvage, pleine de risques, de jeux et d'aventures. Il lui avait semblé recommencer son enfance. Franz de Gallet nous avait jusqu'ici caché son nom, et il avait feint d'ignorer le chemin du domaine, par peur sans doute d'être forcé de rentrer chez ses parents. Mais pourquoi ce soir-là lui avait-il plu soudain de se faire connaître à nous et de nous laisser deviner la vérité tout entière? Que de projets le grand Maulne ne fit-il pas, tandis que la troupe des spectateurs s'écoulait lentement à travers le bourg. Il décida que dès le lendemain matin, qui était un jeudi, il irait trouver Franz, et tous les deux ils partiraient pour là-bas. Quel voyage sur la route mouillée! Franz expliquerait tout s'arrangerait, et la merveilleuse aventure allait reprendre là où elle s'était interrompue. Quant à moi, je marchais dans l'obscurité avec un gonflement de cœur indéfinissable. Tout se mêlait pour contribuer à ma joie. Depuis le faible plaisir que donnait l'attente du jeudi jusqu'à la très grande découverte que nous venions de faire, jusqu'à la très grande chance qui nous était échue. Et je me souviens que, dans ma soudaine générosité de cœur, je m'approchai de la plus laide des filles du notaire à qui l'on m'imposait parfois le supplice d'offrir mon bras, et spontanément je lui donnai la main. Amers souvenirs, vains espoirs écrasés. Le lendemain, dès 8 heures, lorsque nous débouchâmes tous les deux sur la place de l'église avec nos souliers bien cirés, nos plaques de ceinturon bien astiquées et nos casquettes neuves, Maulne, qui jusque-là se retenait de sourire en me regardant, poussa un cri et s'élança vers la place vide. Sur l'emplacement de la baraque et des voitures, il n'y avait plus qu'un pot cassé et des chiffons. Les bohémiens étaient partis. Un petit vent qui nous parut glacé soufflait. Il me semblait qu'à chaque pas nous allions buter sur le sol caillouteux et dur de la place et que nous y allions tomber. Maulne, affolé, fit 2 fois le mouvement de s'élancer, d'abord sur la route du Vieux-Nançay, puis sur la route de Saint-Loup-des-Bois. Il mit sa main au-dessus de ses yeux, espérant un instant que nos gens venaient seulement de partir. Mais que faire? 10 traces de voitures s'embrouillaient sur la place puis s'effaçaient sur la route dure. Il fallut rester là, inerte. Et tandis que nous revenions, à travers le village où la matinée du jeudi commençait, 4 gendarmes à cheval, avertis par Delouche la veille au soir, débouchèrent au galop sur la place et s'éparpillèrent à travers les rues pour garder toutes les issues, comme des dragons qui font la reconnaissance d'un village. Mais il était trop tard. Ganache, le voleur de poulets, avait fui avec son compagnon. Les gendarmes ne retrouvèrent personne, ni lui, ni ceux-là qui chargeaient dans des voitures les chapons qui l'étranglaient. Prévenu à temps par le mot imprudent de Jasmin, Franz avait dû comprendre soudain de quel métier son compagnon et lui vivaient quand la caisse de la roulotte était vide. Plein de honte et de fureur, il avait arrêté aussitôt un itinéraire et décidé de prendre du champ avant l'arrivée des gendarmes. Mais ne craignant plus désormais qu'on tentât de le ramener au domaine de son père, il avait voulu se montrer à nous sans bandage, avant de disparaître. Un seul point resta toujours obscur. Comment Ganache avait-il pu à la fois dévaliser les basses-cours et quérir la bonne sœur pour la fièvre de son ami? Mais n'était-ce pas là toute l'histoire du pauvre diable? Voleur et cheminot d'un côté, bonne créature de l'autre. Chapitre 9. À la recherche du sentier perdu. Comme nous rentrions, le soleil dissipait la légère brume du matin. Les ménagères sur le seuil des maisons secouaient leurs tapis ou bavardaient. Et dans les champs et les bois, aux portes du bourg, commençait la plus radieuse matinée de printemps qui soit restée dans ma mémoire. Tous les grands élèves du cours devaient arriver vers 8 heures ce jeudi-là pour préparer durant la matinée les uns le certificat d'études supérieures, les autres le concours de l'école normale. Lorsque nous arrivâmes tous les deux, Maulne, plein d'un regret et d'une agitation qui ne lui permettait pas de rester immobile, moi très abattu, l'école était vide. Un rayon de frais soleil glissait sur la poussière d'un banc vermoulu et sur le vernis écaillé d'un planisphère. Comment rester là, devant un livre, à ruminer notre déception, tandis que tout nous appelait au dehors? Les poursuites des oiseaux dans les branches près des fenêtres, la fuite des autres élèves vers les prés et les bois, et surtout le fiévreux désir d'essayer au plus vite l'itinéraire incomplet, vérifié par le bohémien. Dernière ressource de notre sac presque vide, dernière clé du trousseau, après avoir essayé toutes les autres. Cela était au-dessus de nos forces. Maulne marchait de long en large, allait auprès des fenêtres, regardait dans le jardin, puis revenait et regardait vers le bourg, comme s'il eût attendu quelqu'un qui ne viendrait certainement pas. « J'ai l'idée, » me dit-il enfin. « J'ai l'idée que ce n'est peut-être pas aussi loin que nous l'imaginons. » Franz a supprimé sur mon plan toute une portion de la route que j'avais indiquée. Cela veut dire peut-être que la jument a fait pendant mon sommeil un long détour inutile. J'étais à moitié assis sur le coin d'une grande table, un pied par terre, l'autre ballant, l'air découragé et désœuvré,
la tête basse. Pourtant, dis-je, au retour dans la berline, ton voyage a duré toute la nuit. Nous étions partis à minuit, répondit-il vivement. On m'a déposé à 4 heures du matin à environ 6 kilomètres à l'ouest de Sainte-Agathe, tandis que j'étais parti par la route de la gare à l'est. Il faut compter ces 6 kilomètres en moins entre Sainte-Agathe et le pays perdu. Vraiment, il me semble qu'en sortant du bois des Communaux, on ne doit pas être à plus de 2 lieues de ce que nous cherchons. Ce sont précisément ces 2 lieues-là qui manquent sur ta carte. C'est vrai, et la sortie du bois est bien à 1 lieue et demie d'ici. Mais pour un bon marcheur, cela peut se faire en une matinée. À cet instant, Mouche-Bœuf arriva. Il avait une tendance irritante à se faire passer pour un bon élève, non pas en travaillant mieux que les autres, mais en se signalant dans des circonstances comme celle-ci. « Je savais bien, dit-il triomphant, ne trouver que vous deux. Tous les autres sont partis pour le bois des Communaux. En tête, Jasmin Delouche qui connaît les nids. » Et voulant faire le bon apôtre, il commença à raconter tout ce qu'ils avaient dit pour narguer le cours, M. Surel et nous, en décidant cette expédition. « S'ils sont au bois, je les verrai sans doute en passant, dit Maulne, car je m'en vais aussi. Je serai de retour vers 12h30. Mouche-Bœuf resta ébahi. « Ne viens-tu pas ?» me demanda Augustin, s'arrêtant une seconde sur le seuil de la porte entr'ouverte, ce qui fit entrer dans la pièce grise, en une bouffée d'air tiédi par le soleil, un fouillis de cris d'appel, de pépiments, le bruit d'un seau sur la margelle du puits et le claquement d'un fouet, au loin. « Non, dis-je, bien que la tentation fût forte. Je ne puis pas à cause de M. Surel, mais hâte-toi, je t'attendrai avec impatience. » Il fit un geste vague et partit, très vite, plein d'espoir. Lorsque M. Surel arriva, vers 10 heures, il avait quitté sa veste d'alpaga noire, revêtu un paletot de pêcheur aux vastes poches boutonnées, un chapeau de paille et de courtes jambières vernies pour serrer le bas de son pantalon. Je crois bien qu'il ne fut guère surpris de ne trouver personne. Il ne voulut pas entendre Mouche-Bœuf qui lui répéta 3 fois que les gars avaient dit, s'il a besoin de nous, qu'il vienne donc nous chercher. Et il commanda. Serrez vos affaires, prenez vos casquettes, et nous allons les dénicher à notre tour. Pourras-tu marcher jusque-là, François ? J'affirmai que oui, et nous partîmes. Il fut entendu que Mouche-Bœuf conduirait M. Surel et lui servirait d'appôt. C'est-à-dire que, connaissant les futaies où se trouvaient les dénicheurs, il devait de temps à autre crier à toute voix « Hop ! Oh là ! Giroda, Delouche, où êtes-vous ? Y en a-t-il ? En avez-vous trouvé ?» Quant à moi, je fus chargé, à mon vif plaisir, de suivre la lisière est du bois, pour le cas où les écoliers fugitifs chercheraient à s'échapper de ce côté. Or, dans le plan rectifié par le bohémien et que nous avions maintes fois étudié avec Maulne, il semblait qu'un chemin à un trait, un chemin de terre, partit de cette lisière du bois pour aller dans la direction du domaine. Si j'allais le découvrir ce matin. Je commençais à me persuader que, avant midi, je me trouverais sur le chemin du manoir perdu. La merveilleuse promenade. Dès que nous eûmes passé le glacis et contourné le moulin, je quittai mes 2 compagnons, M. Surel dont on eût dit qu'il partait en guerre, je crois bien qu'il avait mis dans sa poche un vieux pistolet, et ce traître de Mouche-Bœuf. Prenant un chemin de traverse, j'arrivai bientôt à la lisière du bois, seul à travers la campagne pour la première fois de ma vie, comme une patrouille que son caporal a perdue. Me voici, j'imagine, près de ce bonheur mystérieux que Maulne a entrevu un jour. Toute la matinée est à moi pour explorer la lisière du bois, l'endroit le plus frais et le plus caché du pays, tandis que mon grand frère aussi est parti à la découverte. C'est comme un ancien lit de ruisseau. Je passe sous les basses branches d'arbres, dont je ne sais pas le nom, mais qui doivent être des aulnes. J'ai sauté tout à l'heure à un échalier au bout de la sente, et je me suis trouvé dans cette grande voie d'herbe verte qui coule sous les feuilles, foulant par endroits les orties, écrasant les hautes valérianes. Parfois, mon pied se pose durant quelques pas sur un banc de sable fin, et dans le silence, j'entends un oiseau. Je m'imagine que c'est un rossignol, mais sans doute je me trompe, puisqu'il ne chante que le soir. Un oiseau qui répète obstinément la même phrase, voix de la matinée, parole dite sous l'ombrage, invitation délicieuse au voyage entre les zones, invisible, entêté, il semble m'accompagner sous la feuille. Pour la première fois me voilà moi aussi sur le chemin de l'aventure. Ce ne sont plus des coquilles abandonnées par les eaux que je cherche, sous la direction de M. Surel, ni des orchies que le maître d'école ne connaisse pas, ni même, comme cela nous arrivait souvent dans le champ du père Martin, cette fontaine profonde et tarie, couverte d'un pillage, enfouie sous tant d'herbes folles qu'il fallait chaque fois plus de temps pour la retrouver. Je cherche quelque chose de plus mystérieux encore. C'est le passage dont il est question dans le livre, l'ancien chemin obstrué, celui dont le prince, harassé de fatigue, n'a pu trouver l'entrée. Cela se découvre à l'heure la plus perdue de la matinée, quand on a depuis longtemps oublié qu'il va être 11 heures, midi.
Et soudain, en écartant dans le feuillage profond les branches avec ce geste hésitant des mains à hauteur du visage inégalement écartées, on l'aperçoit comme une longue avenue sombre, dont la sortie est un rond de lumière tout petit. Mais tandis que j'espère et m'enivre ainsi, voici que brusquement je débouche dans une sorte de clairière, qui se trouve être tout simplement un pré. Je suis arrivé sans y penser à l'extrémité des communaux, que j'avais toujours imaginé infiniment loin. Et voici à ma droite, entre des pris de bois, toute bourdonnante dans l'ombre, la maison du garde. 2 paires de bas sèches sur l'appui de la fenêtre. Les années passées, lorsque nous arrivions à l'entrée du bois, nous disions toujours, en montrant un point de lumière tout au bout de l'immense allée noire, « C'est là-bas la maison du garde, la maison de Baladier !» Mais jamais nous n'avions poussé jusque-là. Nous entendions dire quelquefois, comme s'il se fût agi d'une expédition extraordinaire, « Il a été jusqu'à la maison du garde. » Cette fois, je suis allée jusqu'à la maison de Baladier, et je n'ai rien trouvé. Je commençais à souffrir de ma jambe fatiguée et de la chaleur que je n'avais pas sentie jusque-là. Je craignais de faire tout seul le chemin du retour lorsque j'entendis près de moi la peau de M. Sorel, la voix de Mouche-Boeuf, puis d'autres voix qui m'appelaient. Il y avait là une troupe de 6 grands gamins, où seul le traître Mouche-Boeuf avait l'air triomphant. C'étaient Giraudat, Auberger, Delage et d'autres. Grâce à la peau où on avait pris les uns grimpés dans un merisier isolé au milieu d'une clairière, les autres en train de dénicher les pivers. Giraudat, le nigaud aux yeux bouffis, à la blouse crasseuse, avait caché les petits dans son estomac, entre sa chemise et sa peau. 2 de leurs compagnons s'étaient enfuis à l'approche de M. Sorel. Ce devait être Delouche et le petit Coffin. Ils avaient d'abord répondu par des plaisanteries à l'adresse de Mouche-Vache, que répétaient les échos des bois, et celui-ci, maladroitement se croyant sûr de son affaire, avait répondu vexé, « Vous n'avez qu'à descendre, vous savez. M. Sorel est là. » Alors tout s'était tu subitement. Ça avait été une chute silencieuse à travers le bois. Et comme il le connaissait à fond, il ne fallait pas songer à les rejoindre. On ne savait pas non plus où le grand môle n'était passé. On n'avait pas entendu sa voix, et l'on dut renoncer à poursuivre la recherche. Il était plus de midi lorsque nous reprîmes la route de Sainte-Agathe, lentement, la tête basse, fatigués, terreux. À la sortie du bois, lorsque nous eûmes frotté et secoué la boue de nos souliers sur la route sèche, le soleil commença de frapper dur. Déjà, ce n'était plus ce matin de printemps si frais et si luisant. Les bruits de l'après-midi avaient commencé. De loin en loin, un coq criait, cri désolé, dans les fermes désertes aux alentours de la route. À la descente de Glacy, nous nous arrêtâmes un instant pour causer avec des ouvriers des champs qui avaient repris leur travail après le déjeuner. Ils étaient accoudés à la barrière, et M. Sorel leur disait « Ne fameux galopins! Tenez, regardez Giraudat, il a mis les oisillons dans sa chemise. Ils ont fait là-dedans ce qu'ils ont voulu. C'est du propre. » Il me semblait que c'était de ma débâcle aussi que les ouvriers riaient. Ils riaient en hochant la tête, mais ils ne donnaient pas tout à fait tort aux jeunes gars qu'ils connaissaient bien. Ils nous confièrent même, lorsque M. Sorel eut repris la tête de la colonne, « Il y en a un autre qui est passé, un grand, vous savez bien. Il a dû rencontrer, en revenant, la voiture des Granges, et on l'a fait monter. Il est descendu, plein de terre, tout déchiré ici, à l'entrée du chemin des Granges. Nous lui avons dit que nous vous avions vu passer ce matin, mais que vous n'étiez pas de retour encore. Et il a continué tout doucement sa route vers Sainte-Agathe. » En effet, assis sur une pile du pont des Glacis, nous attendait le grand Maulne, l'air brisé de fatigue. Aux questions de M. Sorel, il répondit que lui aussi était parti à la recherche des écoliers buissonniers. Et à celle que je lui posais tout bas, il dit seulement en hochant la tête avec découragement « Non, rien, rien qui ressemble à ça. » Après déjeuner, dans la classe fermée, noire et vide, au milieu du pays radieux, il s'assit à l'une des grandes tables, et la tête dans les bras, il dormit longtemps, d'un sommeil triste et lourd. Vers le soir, après un long instant de réflexion, comme s'il venait de prendre une décision importante, il écrivit une lettre à sa mère. Et c'est tout ce que je me rappelle de cette morne fin d'un grand jour de défaite. Chapitre 10. La lessive. Nous avions escompté trop tôt la venue du printemps. Le lundi soir, nous voulûmes faire nos devoirs aussitôt après 4 heures, comme en plein été, et pour y voir plus clair, nous sortîmes 2 grandes tables dans la cour. Mais le temps s'assombrit tout de suite. Une goutte de pluie tomba sur un cahier, nous rentrâmes en hâte. Et de la grande salle obscurcie par les larges fenêtres, nous regardions silencieusement dans le ciel gris la déroute des nuages. Alors Maulne, qui regardait comme nous, la main sur une poignée de croisée,
ne put s'empêcher de dire, comme s'il eût été fâché de sentir monter en lui tant de regrets. « Oh, il filait autrement que cela les nuages, lorsque j'étais sur la route, dans la voiture de la belle étoile. »« Sur quelle route ?» demanda Jasmin. Mais Maule ne répondit pas. « Moi, dis-je pour faire diversion, j'aurais aimé voyager comme celle-là en voiture, par la pluie battante, abrité sous un grand parapluie. Et lire tout le long du chemin, comme dans une maison, ajouta un autre. Il ne pleuvait pas et je n'avais pas envie de lire, répondit Maule. Je ne pensais qu'à regarder le pays. Mais lorsque Giraudat, à son tour, demanda de quel pays il s'agissait, Maule, de nouveau, resta muet. Et Jasmin dit « Je sais, toujours la fameuse aventure !» Il avait dit ces mots d'un ton conciliant et important, comme s'il eût été lui-même un peu dans le secret. Ce fut une peine perdue. Ses avances lui restèrent pour compte. Et comme la nuit tombait, chacun s'enfuit au galop, la blouse relevée sur la tête sous la froide averse. Jusqu'au jeudi suivant, le temps resta à la pluie. Et ce jeudi-là fut plus triste encore que le précédent. Toute la campagne était baignée dans une sorte de brume glacée, comme au plus mauvais jour de l'hiver. Milly, trompée par le beau soleil de l'autre semaine, avait fait faire la lessive, mais il ne fallait pas songer à mettre sécher le linge sur les haies du jardin, ni même sur des cordes dans le grenier, tant l'air était humide et froid. En discutant avec M. Sorel, il lui vint l'idée d'étendre sa lessive dans les classes, puisque c'était jeudi, et de chauffer le poêle à blanc. Pour économiser les feux de la cuisine et de la salle à manger, on ferait cuire les repas sur le poêle, et nous nous tiendrions toute la journée dans la grande salle du cours. Au premier instant, j'étais si jeune encore, je considérais cette nouveauté comme une fête. Morne fête. Toute la chaleur du poêle était prise par la lessive et il faisait grand froid. Dans la cour tombait interminablement et mollement une petite pluie d'hiver. C'est là pourtant que dès 9 heures du matin, dévoré d'ennui, je retrouvai le grand Maule. Par les barreaux du grand portail où nous appuyions silencieusement nos têtes, nous retardâmes, au haut du bourg, sur les 4 routes, le cortège d'un enterrement venu du fond de la campagne. Le cercueil, amené dans une charrette à bœuf, était déchargé et posé sur une dalle, au pied de la grande croix, où le boucher avait aperçu naguère les sentinelles du Bohémien. Où était-il maintenant, le jeune capitaine qui si bien menait l'abordage? Le curé et les chantres vinrent, comme c'était l'usage, au-devant du cercueil posé là, et les tristes chants arrivaient jusqu'à nous. Ce serait là, nous le savions, le seul spectacle de la journée, qui s'écoulerait tout entière, comme une eau jaunie dans un caniveau. « Et maintenant, dit Maule soudain, je vais préparer mon bagage. Apprends-le, Sorel. J'ai écrit à ma mère jeudi dernier, pour lui demander de finir mes études à Paris. C'est aujourd'hui que je pars. » Il continuait à regarder vers le bourg, les mains appuyées au barreau, à la hauteur de sa tête. Inutile de demander si sa mère, qui était riche et lui passait toutes ses volontés, lui avait passé celle-là. Inutile aussi de demander pourquoi soudainement il désirait s'en aller à Paris. Mais il y avait en lui certainement le regret et la crainte de quitter ce cher pays de Sainte-Agathe, d'où il était parti pour son aventure. Quant à moi, je sentais monter une désolation violente que je n'avais pas sentie d'abord. « Pas qu'approche, dit-il pour m'expliquer, avec un soupir. « Dès que tu l'auras trouvé là-bas, tu m'écriras, n'est-ce pas ?» demandai-je. « C'est promis, bien sûr. N'es-tu pas mon compagnon? Et mon frère ?» Et il me posa la main sur l'épaule. Peu à peu, je comprenais que c'était bien fini, puisqu'il voulait terminer ses études à Paris. Jamais plus je n'aurais avec moi mon grand camarade. Il n'y avait d'espoir pour nous réunir qu'en cette maison de Paris où devait se retrouver la trace de l'aventure perdue. Mais de voir Maule lui-même si triste, quel pauvre espoir c'était là pour moi. Mes parents furent avertis. M. Sorel se montra très étonné, mais se rendit bien vite aux raisons d'Augustin. Milly, femme d'intérieur, se désola surtout à la pensée que la mère de Maule ne verrait notre maison dans un désordre inaccoutumé. La malle, hélas, fut bientôt faite. Nous cherchâmes sous l'escalier les souliers des dimanches, dans l'armoire un peu de linge, puis ses papiers et ses livres d'école. Tout ce qu'un jeune homme de 18 ans possède au monde. À midi, Madame Maule arrivait avec sa voiture. Elle déjeuna au café Daniel en compagnie d'Augustin et l'emmena sans donner presque aucune explication, dès que le cheval fut affené et attelé. Sur le seuil, nous leur dîmes au revoir, et la voiture disparut au tournant des 4 routes. Milly frotta ses souliers devant la porte et rentra dans la froide salle à manger, remettre en ordre ce qui avait été dérangé. Quant à moi, je me trouvai pour la première fois depuis de longs mois, seule, en face d'une longue soirée de jeudi, avec l'impression que, dans cette vieille voiture, mon adolescence venait de s'en aller pour toujours. Chapitre 11. Je trahis.
Que faire? Le temps s'élevait un peu. On eût dit que le soleil allait se montrer. Une porte claquait dans la grande maison. Puis le silence retombait. De temps à autre, mon père traversait la cour pour remplir un seau de charbon dont il bourrait le poêle. J'apercevais les linges blancs pendus aux cordes, et je n'avais aucune envie de rentrer dans le triste endroit, transformé en séchoir, pour m'y trouver en tête-à-tête avec l'examen de la fin d'année, ce concours de l'école normale, qui devait être désormais ma seule préoccupation. Chose étrange. À cet ennui qui me désolait se mêlait comme une sensation de liberté. Moulne parti, toute cette aventure terminée et manquée, il me semblait du moins que j'étais libérée de cet étrange souci, de cette occupation mystérieuse qui ne me permettait plus d'agir comme tout le monde. Moulne parti, et je n'étais plus son compagnon d'aventure, le frère de ce chasseur de pistes. Je redevenais un gamin du bourg, pareil aux autres. Et cela était facile, et je n'avais qu'à suivre pour cela mon inclination la plus naturelle. Le cadet des rois passa dans la rue boueuse, faisant tourner au bout d'une ficelle, puis lâchant en l'air 3 marrons attachés qui retombèrent dans la cour. Mon désœuvrement était si grand que je pris plaisir à lui relancer 2 ou 3 fois ces marrons de l'autre côté du mur. Soudain, je le vis abandonner ce jeu puéril pour courir vers un tombereau qui venait par le chemin de la vieille planche. Il eut vite fait de grimper par derrière, sans même que la voiture s'arrêtât. Je reconnaissais le petit tombereau de Delouche et son cheval. Jasmin conduisait. Le gros Boujardon était debout. Il revenait du pré. « Viens avec nous, François !» cria Jasmin, qui devait savoir déjà que Moulne était parti. Ma foi, sans avertir personne, j'escaladai la voiture cahotante et me tins comme les autres, debout, appuyé contre un des montants du tombereau. Il nous conduisit chez la veuve Delouche. Nous sommes maintenant dans l'arrière-boutique, chez la bonne femme, qui est en même temps épicière et aubergiste. Un rayon de soleil blanc glisse à travers la fenêtre basse sur les boîtes en fer blanc et sur les tonneaux de vinaigre. Le gros Boujardon s'assoit sur l'appui de la fenêtre et tourné vers nous avec un gros rire d'homme pâteux, il mange des biscuits à la cuillère. À la portée de la main sur un tonneau, la boîte est ouverte et entamée. Le petit roi pousse des cris de plaisir. Une sorte d'intimité de mauvais aloi s'était établie entre nous. Jasmin et Boujardon seront maintenant mes camarades, je le vois. Le cours de ma vie a changé tout d'un coup. Il me semble que Moulne est parti depuis très longtemps et que son aventure est une vieille histoire triste, mais finie. Le petit roi a déniché sous une planche une bouteille de liqueur entamée. Delouche nous offre à chacun la goutte. Mais il n'y a qu'un verre et nous buvons tous dans le même. On me sert le premier avec un peu de condescendance comme si je n'étais pas habituée à ces mœurs de chasseurs et de paysans. Cela me gêne un peu. Et comme on vient à parler de Moulne, l'envie me prend pour dissiper cette gêne et retrouver mon aplomb, de montrer que je connais son histoire et de la raconter un peu. En quoi cela pourrait-il lui nuire, puisque tout est fini maintenant, de ses aventures ici? Qu'est-ce que je raconte mal cette histoire? Elle ne produit pas l'effet que j'attendais. Mes compagnons en bons villageois que rien n'étonne ne sont pas surpris pour si peu. C'était une noce, quoi, dit Boujardon. Delouche en a vu une, à Préverange, qui était plus curieuse encore. Le château, on trouverait certainement des gens du pays qui en ont entendu parler. La jeune fille, Moulne se mariera avec elle quand il aura fait son année de service. Il aurait dû, ajoute l'un d'eux, nous en parler et nous montrer son plan au lieu de confier cela à un bohémien. Empêtré dans mon insuccès, je veux profiter de l'occasion pour exciter leur curiosité. Je me décidai à expliquer qui était ce bohémien, d'où il venait, son étrange destinée. Boujardon et Delouche ne veulent rien entendre. C'est celui-là qui a tout fait. C'est lui qui a rendu Moulne insociable. Moulne qui était un si brave camarade. C'est lui qui a organisé toutes ces sottises d'abordage et d'attaques nocturnes, après nous avoir tous embrigadés comme un bataillon scolaire. Tu sais, dit Jasmin en regardant Boujardon et en secouant la tête à petits coups, j'ai rudement bien fait de le dénoncer aux gendarmes. On voit l'un qui a fait du mal au pays et qui en aurait fait encore. Me voici presque de leur avis. Tout aurait sans doute autrement tourné si nous n'avions pas considéré l'affaire d'une façon si mystérieuse et si tragique. C'est l'influence de ce Franz qui a tout perdu. Mais soudain, tandis que je suis absorbée dans ces réflexions, il se fait du bruit dans la boutique. Jasmin Delouche cache rapidement son flacon de gouttes derrière un tonneau. Le gros Boujardon dégringole du haut de sa fenêtre, met le pied sur une bouteille vide et poussiéreuse qui roule, et manque 2 fois de s'étaler. Le petit roi les pousse par derrière pour sortir plus vite, à demi suffoqué de rire. Sans bien comprendre ce qui se passe, je m'enfuis avec eux. Nous traversons la cour et nous grimpons par une échelle dans un grenier à foin. J'entends une voix de femme qui nous traite de propre à rien. « Je n'aurais pas cru qu'elle serait rentrée si tôt, » dit Jasmin tout bas. Je comprends maintenant seulement que nous étions là, en fraude, à voler des gâteaux et de la liqueur.
Je suis déçue, comme ce naufragé qui croyait causer avec un homme et qui reconnut soudain que c'était un singe. Je ne songe plus qu'à quitter ce grenier, tant ces aventures-là me déplaisent. D'ailleurs, la nuit tombe. On me fait passer par derrière, traverser 2 jardins, contourner une mare. Je me retrouve dans la rue mouillée, boueuse, où se reflète la lueur du café Daniel. Je ne suis pas fière de ma soirée. Me voici aux 4 routes. Malgré moi, tout d'un coup, je revois au tournant un visage dur et fraternel qui me sourit. Un dernier signe de la main, et la voiture disparaît. Un vent froid fait claquer ma blouse, pareil au vent de cet hiver qui était si tragique et si beau. Déjà tout me paraît moins facile. Dans la grande classe où l'on m'attend pour dîner, du brusque courant d'air traverse la maigre tiédeur que répand le poêle. Je grelotte, tandis qu'on me reproche mon après-midi de vagabondage. Je n'ai pas même, pour rentrer dans la régulière vie passée, la consolation de prendre place à table et de retrouver mon siège habituel. On n'a pas mis la table ce soir-là. Chacun dîne sur ses genoux, où il peut, dans la salle de classe obscure. Je mange silencieusement la galette cuite sur le poêle, qui devait être la récompense de ce jeudi passé dans l'école, et qui a brûlé sur les cercles rougis. Le soir, tout seul dans ma chambre, je me couche bien vite pour étouffer le remords que je sens monter du fond de ma tristesse. Mais par 2 fois je me suis éveillée, au milieu de la nuit, croyant entendre la première fois le craquement du lit voisin, où Maud avait coutume de se retourner brusquement d'une seule pièce, et l'autre fois son pas léger de chasseur aux aguets, à travers les greniers du fond. Chapitre 12. Les 3 lettres de Maulne. De toute ma vie, je n'ai reçu que 3 lettres de Maulne. Elles sont encore chez moi dans un tiroir de commode. Je retrouve chaque fois que je les relis la même tristesse que naguère. La première m'arriva dès le surlendemain de son départ. Mon cher François, aujourd'hui, dès mon arrivée à Paris, je suis allée devant la maison indiquée. Je n'ai rien vu, il n'y avait personne. Il n'y aura jamais personne. La maison que disait Franz, c'est un petit hôtel à étage. La chambre de mademoiselle de Gallet doit être au premier. Les fenêtres du haut sont les plus cachées par les arbres. Mais en passant sur le trottoir, on les voit très bien. Tous les rideaux sont fermés et il faudrait être fou pour espérer qu'un jour, en train de ces rideaux tirés, le visage d'Yvonne de Gallet puisse apparaître. C'est sur un boulevard. Il pleuvait un peu dans les arbres déjà verts. On entendait les cloches claires des tramways qui passaient indéfiniment. Pendant près de 2 heures, je me suis promenée de long en large sous les fenêtres. Il y a un marchand de vin chez qui je me suis arrêtée pour voir, de façon à n'être pas pris pour un bandit qui veut faire un mauvais coup. Puis j'ai repris ce guet, sans espoir. La nuit est venue. Les fenêtres sont allumées un peu partout, mais non pas dans cette maison. Il n'y a certainement personne, et pourtant pas qu'approche. Au moment où j'allais partir, une jeune fille ou une jeune femme, je ne sais plus, est venue s'asseoir sur un des bancs mouillés de pluie. Elle était vêtue de noir avec une petite collerette blanche. Lorsque je suis partie, elle était encore là, immobile malgré le froid du soir, à attendre je ne sais quoi, je ne sais qui. Tu vois que Paris est plein de fous comme moi. Augustin. Le temps passa. Vainement, j'entendis un mot d'Augustin le lundi de Pâques et durant tous les jours qui suivirent. Jour où il semble, tant ils sont calmes après la grande fièvre de Pâques, qu'il n'y ait plus qu'à attendre l'été. Juin ramena le temps des examens, et une terrible chaleur dont la buée suffocante planait sur le pays sans qu'un souffle de vent la vînt dissiper. La nuit n'apportait aucune fraîcheur et par conséquent aucun répit à ce supplice. C'est durant cet insupportable mois de juin que je reçus la 2e lettre du Grand Maulne. Juin 1890. Mon cher ami, cette fois tout espoir est perdu. Je le sais depuis hier soir. La douleur que je n'avais presque pas sentie tout de suite monte depuis ce temps. Tous les soirs, j'allais m'asseoir sur ce banc, guettant, réfléchissant, espérant malgré tout. Hier après dîner, la nuit était noire et étouffante. Des gens causaient sur le trottoir, sous les arbres. Au-dessus des noirs feuillages, verdis par les lumières, les appartements des 2e, des 3e étages étaient éclairés. Ça et là, une fenêtre que l'été avait ouverte toute grande. On voyait la lampe allumée sur la table, refoulant à peine autour d'elle la chaude obscurité de juin. On voyait presque jusqu'au fond de la pièce. Oh, si la fenêtre noire d'Yvonne de Gallet s'était allumée aussi, j'aurais osé, je crois, monter l'escalier, frapper, entrer. La jeune fille de qui je t'ai parlé était encore là, attendant comme moi. Je pensais qu'elle devait connaître la maison et je vais l'interroger. Je sais, a-t-elle dit, qu'autrefois dans cette maison, une jeune fille et son frère venaient passer les vacances.
mais j'ai appris que le frère avait fui le château de ses parents sans qu'on puisse jamais le retrouver. Et la jeune fille s'est mariée. C'est ce qui vous explique que l'appartement soit fermé. Je suis partie. Au bout de 10 pas, mes pieds butaient sur le trottoir et je manquais de tomber. La nuit, c'était la nuit dernière, lorsqu'enfin les enfants et les femmes se sont tus, dans les cours pour me laisser dormir, j'ai commencé d'entendre rouler les fiacres dans la rue. Ils ne passaient que de loin en loin. Mais quand l'un était passé, malgré moi, j'attendais l'autre. Le grelot, les pas du cheval qui claquaient sur l'asphalte. Et cela répétait. C'est la ville déserte, ton amour perdu, la nuit interminable, l'été, la fièvre. Serait-elle mon ami? Je suis dans une grande détresse. Augustin. Lettre de peu de confidence, quoi qu'il paraisse. Maule ne me disait ni pourquoi il était resté si longtemps silencieux, ni ce qu'il comptait faire maintenant. J'ai l'impression qu'il rompait avec moi, parce que son aventure était finie, comme il rompait avec son passé. J'eus beau lui écrire, en effet, je ne reçus plus de réponse. Un mot de félicitation seulement, lorsque j'obtins mon brevet simple. En septembre, je sus par un camarade d'école qu'il était venu en vacances chez sa mère à la Ferté-d'Anguillon. Mais nous dûmes cette année-là, invité par mon oncle Florentin du Vieux-Nançay, passer chez lui les vacances, et Maule ne repartit pour Paris sans que j'eusse pu le voir. À la rentrée, et exactement vers la fin de novembre, tandis que je m'étais remis avec une morne ardeur à préparer le brevet supérieur dans l'espoir d'être nommé instituteur à l'année suivante, sans passer par l'école normale de Bourges, je reçus la dernière des 3 lettres que j'ai jamais reçues d'Augustin. « Je passe encore sous cette fenêtre, » écrivait-il. « J'attends encore, sans le moindre espoir, par folie. À la fin de ces froids dimanches d'automne, au moment où il va faire nuit, je ne puis me décider à rentrer, à fermer les volets de ma chambre sans être retournée là-bas dans la rue gelée. Je suis comme cette folle de Sainte-Agathe, qui sortait à chaque minute sur le pas de la porte et regardait, la main sur les yeux, du côté de la gare, pour voir si son fils qui était mort ne venait pas. Assis sur le banc, grelottant, misérable, je me plais à imaginer que quelqu'un va me prendre doucement par le bras. Je me retournerai, ce serait elle. Je me suis un peu attardée, dirait-elle simplement. Et toute peine et toute démence s'évanouissent. Nous entrons dans notre maison. Ses fourrures sont toutes glacées, sa voilette mouillée. Elle apporte avec elle le goût de brume du dehors. Et tandis qu'elle s'approche du feu, je vois ses cheveux blonds givrés, son beau profil au dessin si doux penché vers la flamme. Hélas, la vitre reste blanchie par le rideau qui est derrière, et la jeune fille du domaine perdu l'ouvrirait-elle que je n'ai maintenant plus rien à lui dire. Notre aventure est finie. L'hiver de cette année est mort comme la tombe. Peut-être quand nous mourrons, peut-être la mort seule nous donnera la clé et la suite, et la fin de cette aventure manquée. Sorel, je te demandais l'autre jour de penser à moi. Maintenant, au contraire, il vaut mieux m'oublier. Il vaudrait mieux tout oublier. A. M. Et ce fut un nouvel hiver, aussi mort que le précédent avait été vivant d'une mystérieuse vie. La place de l'église, sans bohémien, la cour d'école que les gamins désertaient à 4 heures, la salle de classe où j'étudiais seule et sans goût. En février, pour la première fois de l'hiver, la neige tomba, ensevelissant définitivement notre roman d'aventure de l'an passé, brouillant toute piste, effaçant les dernières traces. Et je m'efforçais, comme Maule me l'avait demandé dans sa lettre, de tout oublier.